Merci à tous d'être là. Donc, pour continuer, donc pour reprendre un petit peu le thème du jour, c'est ici notre deuxième webinaire de l'année. On voulait partager au travers de cette présentation notre point de vue du développement durable au niveau de la conception des pièces plastiques et comment cela peut évoluer dans le futur en intégrant de nouvelles solutions pour les matières plastiques, entre autres les matières plastiques latines. Alors, pour commencer, un petit rappel, hein, le développement durable, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser nos ressources, les matières premières, l'énergie de façon efficace aujourd'hui et préserver la planète pour les générations futures. Excusez-moi, je lisais le chat. Dans ce contexte de développement durable, on a besoin de mesurer notre impact sur l'environnement et donc aussi l'impact des produits que nous fabriquons. Pour cela, on a mis en place des systèmes d'évaluation, de mesure et de comparaison comme le LCA, Life Cycle Assessment, ce qu'on appelle en français l'analyse du cycle de vie qui évalue l'impact d'un produit ou d'un process de fabrication sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. Donc sur le changement climatique, sur la qualité de l'eau, la pollution de l'air, des sols, etc. Et tout ça, c'est encadré par une norme ISO et c'est applicable à l'ensemble des secteurs économiques, quel que soit l'automobile, l'alimentaire. Voilà, c'est vraiment géré par la même norme. Et à chaque étape du cycle, on fait des bilans de matière. On fait le bilan de la consommation d'énergie, d'émissions de polluants, qu'on associe ensuite sous la forme d'un jeu de 16 indicateurs environnementaux qui sont préconisés en fait et préconisés, indiqués par la Commission européenne. L'indicateur le plus connu aujourd'hui, dont on parle beaucoup, c'est le Global Warming Potential, le GWP. C'est en fait le potentiel de réchauffement global. C'est l'impact potentiel d'un produit, du produit ou d'un process sur le changement climatique et c'est exprimé dans une unité d'équivalent en kilos de CO2. Donc ça, c'est vraiment, je pense, voilà, un rappel. Je pense que c'est des notions que vous avez déjà entendu parler et qui deviennent de plus en plus présents dans notre activité. Alors, une petite mise en situation ici de ce GWP, en prenant le cas d'un compound thermoplastique lattice, c'est un PA66. Je vais mettre le pointeur. Voilà. Un latamine 66H2G25 V0 CT1 chez nous. Alors c'est, enfin, 66H2G25, pardon. C'est un polyamide 66 avec 25% de fibre de verre et on va l'inifuger selon trois types d'inifugeants possibles, trois types d'additifs inifugeants possibles. Vous avez des polystyrènes bromés, donc c'est en fait des halogènes, ce qu'on appelle chez nous le V0 CT1. Puis vous avez les versions sans halogène, dont on entend parler de plus en plus aujourd'hui sur les nouveaux développements. C'est assez systématique de partir sur ces solutions qu'on appelle les V0 HF1 chez nous, donc halogène free. Et puis vous avez les additifs phosphore rouge qu'on appelle KB. Et on a le graphique, dans le graphique sont reportées les valeurs de GWP par produit, V0, CT1, HF1, KB. Et on constate une différence de presque 1 kg de la valeur du GWP entre ces trois versions de compound. Une valeur qui est ramenée au poids, à la masse de la matière, au poids. C'est-à-dire, donc, pour 1 kg de matière, on produit 6 à 7 kg de CO2. Et le phosphore rouge, qui est ici, vous voyez que, a priori, c'est le plus impactant. Si maintenant, on considère la valeur du GWP, mais ramenée au volume de matière, utilisé, en fait, quand on remplit l'empreinte du moule à l'injection, on va parler du volume de la pièce aussi. Eh bien, là, les valeurs sont plus stables de l'un à l'autre, d'une matière à l'autre.
entre les différents produits, mais surtout l'impact carbone est plus important. On est presque à 10 kilos de CO2 pour 1 litre de matière, quand on était à 7 kilos de CO2 sur le cycle précédent pour 1 kilo de matière. Et le phosphore rouge, composé le plus néfaste, on va dire, le plus impactant, eh ben, en fait, il recule. Donc, juste pour vous dire que de bien raisonner quand on analyse les données, et dans ce cas, ne pas négliger la densité au moment de sélectionner une matière pour son impact écologique. Considérer la densité comme un facteur influent. C'est un peu comme si on calculait le prix des pièces moulées, ramenées au litre et pas forcément que au kilo. On va continuer encore l'analyse du GWP pour les compounds en analysant la vie de cette matière, ce qu'on appelle cradle to gate, c'est-à-dire du berceau à la porte, enfin, la traduction. Donc ça veut dire grosso modo de l'extraction depuis les stations des matières premières qui vont nous servir pour le compoundage jusqu'à la sortie de l'usine. Et ce, pour un compound LATI qui est un polyamide 6 avec fibre de verre et inifugé, et qui a un impact ramené au litre, donc au volume, hein, il a un impact, lui, de 7,9 kg au litre. On parle ici on va s'attacher sur un indicateur, c'est ce qu'on appelle l'impact global ramené sur la santé humaine, sur l'écosystème, sur les ressources naturelles. Et ce qu'on appelle l'éco-indicateur point. Et c'est en fait un score unique qui a été mis au point au niveau européen. C'est un score unique qui cumule toutes les valeurs des 16 indicateurs qui nous sont donnés par l'analyse du cycle de vie, le LCA. Et c'est calculé, cet indicateur point, il est calculé avec des facteurs de pondération sur ces indicateurs. Donc vous avez un indicateur qui aura plus de poids qu'un autre. Et tout ça ramené à 1 kg de matière. Et c'est exprimé en millipoints. Et grosso modo, pour un point représente l'impact environnemental annuel d'un habitant européen. Maintenant, ne regardons pas les valeurs ici, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la proportion des couleurs. Et on constate parmi toutes les étapes de la vie du produit et dans sa fabrication que la part majeure de l'impact est due aux matières premières en amont, l'extraction des matières premières, l'approvisionnement des matières premières qui vont nous servir durant le process au compoundage. Donc c'est assez significatif. D'accord? Donc c'est vraiment les matières premières qui sont le plus impactantes par rapport à l'extrusion au compoundage en ce qui nous concerne. Et si maintenant on analyse la composition de ce même compound, on voit ici la répartition des principaux constituants du compound. On a du polyamide, on a de la fibre de verre, on a de l'inifugent, c'est de la mélamine, et on constate que le PA, le PA, ici c'est du PA, que le PA, le polyamide, représente 85% de l'impact GWP à lui seul. Alors évidemment, l'additif inifugent, ça représente 5 à 10%, la fibre de verre aussi, donc c'est pas négligeable, c'est vrai, mais on comprend bien ici que l'enjeu majeur, c'est la résine plastique. C'est là-dessus qu'il faut agir pour réduire l'impact écologique de façon significative et efficace et rapide. Alors, prenons un cas d'emploi, un produit domestique, un aspirateur, qui va nous suivre, cet aspirateur, il va nous suivre tout au long des slides suivants. On évalue que 80% de sa valeur GWP est due à sa fabrication, tout ça pour une durée de vie de 8 ans. Et on estime que ce même aspirateur aurait 70% de chance, ou de malchance, plus exactement, de tomber en panne dans les 10 ans. Alors des pannes multiples, mais très liées à la fonction électrique, dans près de 50% des cas, si on additionne un petit peu toutes ces causes probables de panne.
A priori, un peu plus de la moitié seulement de ces aspirateurs sont réparés, mais on arriverait à un taux possible de réparabilité de 75%. C'est-à-dire que les 3/4 des aspirateurs pourraient continuer leur vie si on ajoutait ces fameux 18% réparables qui sont en suspens. Donc, qu'est-ce que représentent véritablement ces 18% d'appareils, soi-disant réparables? C'est ce qu'on va voir après. À vouloir réparer un appareil, évidemment, on rencontre des problèmes au moment du devis ou du moment de la réparation elle-même. C'est déjà des difficultés d'avoir les pièces détachées disponibles rapidement aussi, ou même qui n'existent plus à la vente. Il peut y avoir des soucis au démontage, de la casse ou des défauts d'assemblage qui font qu'on n'arrive pas à intervenir dessus. On peut enfin aussi avoir le cas de pièces trop usées, des matériaux dégradés qui rend son usage impossible, même si les organes principaux sont encore bons. Ensuite, il y a d'autres types de défauts, d'autres types de problématiques. Ça peut être dans 17% des cas, on a ici des pièces détachées trop chères. Pour 12%, on a un manque d'informations sur la réparation, un manque d'instructions détaillées ou bien claires. Et dans 10% des cas, ça peut être un équipement ou une main-d'œuvre insuffisante aussi chez le prestataire. Si la réparation devient difficile ou pas intéressante, on peut essayer d'augmenter la durée de vie des appareils, évidemment. Donc justement, c'est ce que la Commission européenne est en train de faire, a travaillé sur le sujet ces dernières années, au travers de son action européenne Green Deal. Alors c'est une action en fait dont on avait européenne dont on avait déjà parlé dans les webinaires précédents et qui fait référence à l'usage de matières recyclées ou biosourcées pour pousser le développement durable. Donc c'est un engagement en fait de l'Europe, de la Commission européenne, pour promouvoir le développement durable par le biais après de différentes actions, en l'occurrence par exemple l'usage de matières recyclées ou biosourcées. Et cette commission a lancé dernièrement le concept de l'ESPR. En fait, c'est un règlement relatif à l'éco-conception des produits durables. Donc, c'est rentré en vigueur cette année, en juillet 2024, et qui définit une approche plus durable et plus circulaire pour certaines catégories de produits. Donc, ce sont les appareils, par exemple, électriques, dès la phase de conception, et avec quelques points clés qui sont identifiés comme, par exemple, surveiller l'utilisation des substances chimiques dangereuses, ou ça peut être informer aussi ou sensibiliser les consommateurs à cette approche éco-responsable ou cette approche durable. Et du coup, on parle de plus en plus maintenant du passeport digital d'un produit où, dans ce passeport, on retrouvera un certain nombre de données. Ça peut être le contenu de matière recyclée, ça peut être la durée de vie et le droit à la réparation. Donc, il y a une directive qui est liée à ça. Ce qu'on appelle aussi, donc en anglais, je vous l'ai mis là, mais c'est le right to repair. Donc, promouvoir la réparation et qui encourage le consommateur, mais aussi le professionnel, à réparer les biens, donc au travers de la promotion de la garantie, d'un accès au réseau de prestataires SAV plus ouverts ou à pratiquer des prix plus raisonnables. Et puis ça peut être aussi toutes les dispositions à prendre en fin de vie du produit, comment le collecter, comment le recycler. C'est le concept de design for recycling. Et une petite aparté spécifique pour la France. En France, au 1er janvier 2021, on a vu apparaître déjà l'indice de réparabilité, vous pouvez voir sur les produits en magasin, sur un certain nombre de produits de grande consommation. Donc ce sont les lave-linges, les smartphones, les ordinateurs, les aspirateurs, les tondeuses, etc. Et on a aussi le bonus réparation prévu par la loi anti-gaspillage. Donc c'est une norme française aussi,
qui veut promouvoir l'économie circulaire et qui a été mis en place en décembre 2022. Tout ça, en fait, hein, pour lutter contre l'obsolescence programmée et faire et inciter les Français à consommer de façon plus responsable. Donc la France est quand même assez proactif sur ce sujet-là par rapport à d'autres produits, d'autres pays européens tout de même. On le constate là. Mais à bien considérer que ces labels-là aussi, je rajoute, mais ça deviendra de plus en plus un argument marketing fondamental pour la vente de la part des fabricants. Alors, voyons maintenant comment améliorer nos appareils pour le futur, plus respectueux de l'environnement. Cette pyramide que vous voyez là reprend plus ou moins tout le cheminement à suivre d'un produit avant de véritablement s'en débarrasser. Donc, ça veut dire en amont de sa vie, de sa fin de vie, c'est prévoir sa fin de vie déjà, réduire la consommation de matières premières, réutiliser tant que possible en réparant ou en recyclant, et enfin revaloriser véritablement en énergie par une incinération ou le mettre au rebut, mais vraiment en haut et en dernier recours. Il existe plusieurs actions à mener pour faire des appareils plus durables, plus éco-responsables, et on va voir ça plus précisément dans les slides suivants, à commencer par collecter un ensemble et avoir en fait accès à toutes les données environnementales dont ont besoin les fabricants. C'est-à-dire, donc, on parlait au début des LCA, hein, des analyses de cycle de vie, et des indicateurs comme l'impact GWP, le réchauffement. Et tout ça vont alimenter des bases de données globales et partagées sur le marché. Chez Lati, nous utilisons un logiciel de simulation pour calculer ces valeurs de GWP, par exemple, qui s'appelle CIMA Pro, et donc qui va calculer l'impact de nos compounds à partir de données qui proviennent de bases de données où il y a l'ensemble des informations sur toutes les matières premières. Donc c'est en l'occurrence une base de données qui s'appelle EcoInvent, où on va retrouver les données de nos fournisseurs. On récupère aussi des données de nos fournisseurs directement. Alors évidemment, on est accompagné de consultants extérieurs aussi ou en partenariat avec des organismes pour partager les connaissances et l'expertise parce que c'est vraiment un système qui se met en place petit à petit. Et en final, nous sommes capables aujourd'hui de fournir des valeurs de GWP pour plus de 80 compounds LATI proposés sur le marché. Ce sont des grades standards ou leur équivalent LATI Eco, qui comprennent en fait du contenu, qui intègrent dedans du contenu recyclé ou biosourcé. Donc en résumé, chez Lati, on est déjà bien lancé sur le sujet, on s'est préparé, on a une équipe de plusieurs personnes dédiées à chercher, à traiter, calculer et diffuser ces données. Une petite aparté, juste pour dire aussi que Lati vient d'intégrer un programme européen qui s'appelle Desiderata et l'objectif est de développer de nouveaux compounds pour l'injection. Ce sont des matières inifugées, sans halogène, plus durables, plus sûres. Et en fait, on doit faire des simulations sur l'effet du recyclage après plusieurs cycles d'extrusion de la même matière. C'est important parce que au-delà de faire des compounds recyclés, on cherche à identifier les problèmes qui pourraient survenir par l'usage de ces matières. Voyons maintenant un petit peu l'obsolescence des produits, la durée, leur durabilité. Donc, pour rappel, hein, la durée de vie d'un produit, d'un appareil, c'est le temps écoulé entre sa fabrication, sa mise en vente et le début de ses défaillances en utilisation. À considérer aussi la notion de température, qui est justement un facteur prédominant, très influent sur le fonctionnement du produit, surtout sur les caractéristiques d'isolation électrique des appareils. L'influence thermique sur les propriétés mécaniques, évidemment, mais électriques, peut être évaluée par une norme, c'est l'IEC 60216 par exemple, et qui est donnée sur une période de temps, mesurée sur une période de temps de 20 000 heures.
C'est ce qu'on va retrouver sous la désignation de l'index de température, le TI, ou le Thermal Index. On parlera aussi de HIC, c'est donc Halving Interval en anglais, c'est un intervalle de température qui correspond à la moitié de la période de temps pour le calcul du Thermal Index. Donc pour être plus clair, on a parlé du Thermal Index calculé sur 20 000 heures avec l'IEC 216. Donc sur ces 20 000 heures, eh bien c'est la moitié, c'est-à-dire qu'à 10 000 heures, la moitié de 20 000, à 10 000 heures, on relèvera le Thermal Index correspondant. On va voir après, c'est une partie un peu délicate avec pas mal de formules là, c'est juste pour vous donner quelques petits trucs pour éclairer un petit peu le phénomène de durée de vie. Et on parlera aussi de la température en pointe, la température de fonctionnement maximale. Et aussi, on a besoin de la durée de vie estimée par le constructeur du produit. Et alors, c'est là où on va mettre en application ces données-là. On va calculer ce qu'on appelle le nombre d'heures que l'appareil peut fonctionner dans la plage de température qu'on a donnée. C'est la formule ECO. Donc, ça veut dire Thermal Endurance in Continuous Operation. Et les 20 000 heures que vous voyez là, c'est la période de temps pour le calcul de l'index de température suivant la directive IEC 216 ici. Et de là, on va calculer le CEP. C'est la part de fonctionnement potentiel du produit en pourcentage par rapport à sa durée de vie estimée au départ, mais appliquée aux températures de fonctionnement définies dans l'application. On va faire un exemple d'application avec une matière de chez nous qui est un atamide 66 H2G25V071 sur un polyamide 66 25% fil de verre V0. On imagine un appareil un composant qui fonctionne pendant 60 000 heures à 120 degrés en température d'utilisation. Si on récupère le thermal index, donc notre indice de température TI, sur les 20 000 heures, en fait, on va s'attarder sur la propriété rigidité diélectrique. D'accord? Donc, c'est une propriété électrique de perte d'isolation. Et avec le vieillissement thermique, cette rigidité diélectrique va diminuer, va évoluer. Et on va donc déterminer que, alors ça c'est nous qui le donnons, on a les tests qu'on a fait sur l'IEC 216, au terme d'une période de 20 000 heures de vieillissement, on a déterminé que on pouvait, en fait, à 143 degrés, on pouvait atteindre les 20 000 heures de fonctionnement sans perdre en perdant moins de 50% des propriétés, soit mécaniques, soit électriques. Donc, notre Thermal Index, grosso modo, il est de 143 degrés. De là, on en tire, on va calculer, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va à moitié de la période, on va déterminer la température correspondante, c'est-à-dire qu'on a trouvé 153 degrés, et ça nous donne un delta de 9,6 degrés. 9,6 degrés, c'est notre HIC. D'accord? On passe très vite là-dessus. Ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire que là, d'après, on obtient, la première formule, on obtient une endurance thermique, en service continu de 113 000 heures. Donc, on va pouvoir, dans ces conditions de température et de temps estimé de l'appareil, on va pouvoir fonctionner à cette température-là pendant 113 000 heures. Ce qui fait que si on ramène ça par rapport à la durée estimée du produit, là, ça nous fait un CEP, donc un potentiel d'endurance en fin de vie, de 53%. Donc, on est bien inférieur à 100%. On est donc large dans le fonctionnement de l'appareil. On est à la moitié de son obsolescence programmée dans ces conditions de travail.
en température. Si maintenant on repart sur le même temps d'utilisation d'espérance de vie, 60 000 heures, mais à 130 degrés, on augmente de 10 degrés par rapport au slide précédent. Dans ces conditions-là, on a un temps, on a une endurance thermique en continu qui va tomber à 54 000 heures, 55 000 heures, soit la moitié. Et le potentiel d'endurance qui augmente à 110%. C'est supérieur à 100%. Donc là, on risque véritablement la panne avant la fin programmée du produit. Voilà, donc c'était juste pour vous donner une illustration où les fabricants savent estimer chaque pièce, la durée de vie, pourraient être capables, ils le font, de calculer véritablement la durée de vie du produit selon les conditions d'utilisation bien définies. Donc si on change les conditions d'utilisation, on peut changer la durée de vie. Donc c'est vraiment des éléments sur lesquels on peut travailler, ce qui explique aussi la défaillance qui peut arriver sur les appareils en cours sur le marché. Alors, pour résumer, rappelons donc que pour évaluer la durabilité d'un produit, on aura besoin de la période de fonctionnement, des températures maximales de travail. On voit ici la comparaison du CEP dans différentes configurations de fonctionnement. On constate que la température et la durée de vie estimée, c'est-à-dire le vieillissement, conditionne la mise en défaut véritablement de l'appareil. Et pour réaliser ces simulations, il faut, de notre part, il faut fournir l'index de température pour l'index de température de vieillissement des matériaux, des matières plastiques pour ce qui nous concerne. Et dans ce cas, pour les matières plastiques, on a plusieurs données possibles. Vous avez, on en a parlé, les standards IEC 216, donc sur 20 000 heures, mais on a aussi les RTI, donc qui deviennent aujourd'hui un standard incontournable. Puis chez Lati, on a aussi un test interne suivant une analyse TGA, donc c'est l'analyse thermogravimétrique, c'est en laboratoire, c'est une analyse compositive et qui suit une norme et qui détermine en fait l'impact thermique sur la chimie du compound. Ça reste une méthode encore à fiabiliser, mais à considérer au cas par cas, qui peut nous rendre service. Et pour cela, nous faisons le test et nous fournissons une déclaration technique nominative avec la valeur du thermal index et qu'on donne aux clients demandeurs. C'est le cas pour des compounds très spécifiques où c'est pas des gros standards, on n'a pas forcément les RTI, la carte jaune complète, et donc ça te permet d'être beaucoup plus réactif que de mener des RTI sur plus d'une année et avec un coût aussi moins important. Donc du coup, en final, ça va conditionner la durée de vie des pièces de l'appareil, mais aussi ça influencera la gestion des pièces détachées dans le cycle de vie du produit sur le marché. On va vraiment déterminer à quel moment on aura besoin de pièces sur le marché, plus ou moins. Alors abordons maintenant l'incorporation, le fait d'utiliser du recyclé dans notre produit, enfin dans le produit, dans l'appareil. Donc il existe différents types de contenus issus du recyclage, évidemment. Tout d'abord, le plus courant, ce sont les résines thermoplastiques de base. Mais on l'a vu, mais ce peut être aussi des charges, des renforts, les fibres de verre, les fibres de carbone, des additifs, des lubrifiants. Ce contenu, il peut être issu du recyclage mécanique ou chimique, et il peut provenir de déchets divers, ce qu'on appelle post-industriels ou post-consumer. Donc post-consumer, c'est après la fin de vie du produit, qui provient de chez le consommateur. En final, avec tout ça, on peut faire des compounds recyclés les plus courants du marché,
donc sur base PA, PA66, polycarbonate, etc. Donc là, on a déjà une gamme étoffée chez Lati. Mais aussi on peut faire des compounds beaucoup plus complexes avec des grades, par exemple, ce qui nous intéresse nous, auto-extinguibles et avec des certifications UL, des cartes jaunes identiques ou similaires aux grades très proches des grades standards qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. C'est la gamme, ce qu'on appelle chez Lati, la gamme Lati Eco. Chez Lati, nous avons privilégié des compounds avec du contenu issu du recyclage chimique pour le PA6 et on a du recyclage mécanique pour les polymères polyamide 6,6, le polypro ou le PBT. Et selon la complexité du compound, on peut tout de même réduire l'impact du GWP de presque 30%. Hein, donc c'est ce que vous avez là, quelques standards de chez nous, des polyamides 6 avec 20% fibre de verre V2 ou des 30% fibre de verre V0 en 6 ou en 6,6. Et vous voyez ici un petit peu la différence. Et on peut aller chercher jusqu'à 30% de réduction d'impact carbone dessus. Et on peut aller jusqu'à 50% sur des grades soit plus standards du marché, comme un polyamide 6,6 30% fibre de verre en recyclé mécanique, ou même sur des grades plus spéciaux, comme le Laticonter. Ici, le Laticonter, c'est un polyamide 6 avec du graphite qui est capable en fait de conductivité, qui a des propriétés de conductivité thermique, qui nous permet de remplacer le métal, l'aluminium, sur des dissipateurs de chaleur, par exemple, pour une fonction radiateur. Donc, on peut vraiment abaisser, réduire considérablement l'impact carbone de nos matières par l'utilisation du recyclé. Nous avons déjà donc des grades en production industrielle sur le marché avec aussi des cartes jaunes associées pour la flammabilité, mais aussi des cartes complètes avec les RTI, avec des performances équivalentes aux grades fossiles, aux grades qu'on utilise aujourd'hui, d'origine fossile, et qui permettent aussi dans beaucoup de cas d'être toutes couleurs. Donc on n'a pas, de par la technologie qu'on utilise, par exemple sur les polyamides 6, le fait d'utiliser du recyclage chimique, ça nous permet de nous affranchir des problèmes de coloration parce qu'on revient vraiment sur la résine de base avec des propriétés mécaniques, rhéologiques et de coloration qui sont du polyamide 9. C'est pas du tout comme le recyclage mécanique. Et en plus, c'est du post-consumer qu'on utilise, donc c'est encore un bienfait pour l'économie circulaire. Donc, ça peut être un mixte entre du post-consumer ou du post-industriel. Donc là, on est sur des grades en fait qui sont du polyamide 20% fibre de verre, enfin 20 à 30% de fibre de verre, soit V2, soit V0. Et en 2025, donc on a les cartes jaunes, et en 2025, on est en train de préparer les cartes jaunes pour d'autres grades sur base polyamide 6 ou polyamide 6,6 à partir de recyclés mécaniques post-industriels. Le premier compound Lati sur base de contenu recyclé, c'était il y a 4 ans avec le PA, avec un polyamide de 25% fibre de verre, inifugé V0 avec du phosphore rouge, ce qu'on appelle de la tamide 6,6H2G25V0KB3. Et c'est un gros standard du marché. C'est aussi bien dans le secteur électrique, électroménager, l'automobile et même le bâtiment. Et dans sa version recyclée, le Lati Eco 66MR H2G25V0KB3, eh bien, on incorpore 50% de résine de polyamide 6,6 recyclé mécanique, post-industriel, et ça représente 20% de contenu dans le compound total. Et pour ça, on dispose déjà de la carte jaune complète, flammabilité et RTI presque identique au produit d'origine. Si on compare la version fossile avec sa version recyclée de ce produit, là, la Tieco KB3, suivant les fiches techniques, on constate des propriétés comparables, vraiment comparables, aussi bien mécaniquement que sur le comportement du feu. Comportement au feu, pardon. Donc, on a pu basculer dans des outillages existants de façon très simple et très rapide. Vraiment un argument intéressant.
Et finissons par une réflexion sur la réparation et la notion de réparabilité qu'on a vu précédemment. On va revenir sur ce point-là. Donc, c'est juste pour vous quelques petits tips, quelques petites idées. Donc évidemment, on sait que les consommateurs, on préfère d'abord réparer et réutiliser nos appareils plutôt que de les jeter et de les remplacer. La réparation est tout de même devenue aujourd'hui une vraie économie de marché quand même, à part entière. Mais selon ce qu'on a dit précédemment, pour pour un beau taux de réparabilité, bah, il faudrait concevoir le produit au départ en anticipant et en optimisant les interventions de réparation possibles dans la durée de vie du produit. D'abord, ça veut dire sélectionner des matériaux plus résistants, offrant une meilleure flexibilité à l'ouverture, un meilleur allongement, par exemple, pour l'ouverture, la fermeture des boîtiers. Ça peut être, ça peut être limité l'assemblage aussi définitif, les assemblages définitifs, comme la soudure, le collage, les clipsages qui cassent un peu trop facilement. Donc privilégier plutôt les fonctions d'effet charnière, ça peut être une solution. Et enfin, augmenter les performances des matières plastiques, ignifugées, renforcées, non renforcées. Euh, Par exemple, pour des pièces techniques à parois plus fines, comme des connecteurs, il faudra sélectionner des compounds avec la meilleure résistance thermique, et le meilleur comportement et un comportement au feu suffisant pour prolonger la durée de vie du produit. Sur ce dernier point, justement, nous avons développé de nouveaux grades de matière. euh, Nous avons développé plusieurs grades de matière chez Lati, comme ce polyamide 6,6 25% fibre de verre V0 sans halogène. C'est une version en fait de notre standard du marché et que l'on a décliné pour avoir un V0, des propriétés V0 à 0,4 mm, à très fines épaisseurs, et une carte jaune déjà disponible, toute couleur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez par exemple déjà de la matière équivalente du standard, donc la Tamid 66 AGG25 V0 HF1, eh bien cette version X vous permettra de réduire l'épaisseur de vos pièces tout en gardant avec les mêmes caractéristiques, tout en réduisant la consommation de matière. Autre cas de matière, l'Atamid 66BH V0, ça c'est un polyamide 66 non chargé, ignifugé V0 sans halogène. Ça c'est aussi un gros standard très utilisé. Là encore, une carte jaune disponible à faibles épaisseurs, à 0,4 mm, et de bonnes propriétés mécaniques. Et on va arriver, on est en train de valider une nouvelle carte jaune, enfin de nouveaux, enfin on est en train d'augmenter les RTI à faible épaisseur, à 0,4 mm pour les augmenter, parce qu'aujourd'hui ils sont à 65, donc c'est les standards à 0,4. On n'a rien demandé, donc là on a demandé une réévaluation à 0,4 mm pour les monter à 100 degrés sur le strife ou 85 degrés sur l'impact ou 100 degrés sur les lecs. Donc ça c'est à définir, c'est à venir. Et enfin, un autre PA66 non chargé, mais modifié choc et ignifugé, c'est le Latamid 66 H2PX V2, avec un comportement au feu amélioré également. Donc particulièrement la tenue au fil incandescent, ce qu'on appelle le GWFI, à 850 degrés, et à faible épaisseur, à 0,75 mm, et puis aussi le fil incandescence en flamme, le GWIT, à 775 degrés. Une carte jaune disponible bientôt, enfin l'année prochaine, et c'est une matière qui est idéalement utilisée pour ses qualités d'allongement, pour du clipsage, de la résistance au choc, pour le surmoulage sur métal. Le cas d'emploi, c'est la connectique en électroménager avec justement son fil incandescence enflammable à 775 degrés qui répond à une directive propre à l'électroménager ou à la domotique. C'est l'IEC 60335. Face à la difficulté d'approvisionnement des pièces de rechange, leur disponibilité, voire même le prix, ce qu'on a vu,
dans les premiers slides, eh bien, sur les causes de non-réparation, eh bien, l'impression 3D peut être une très bonne solution pour simplifier et augmenter le taux de réparation, le taux de réparabilité des équipements. On a donc de la demande de ce type qui arrive maintenant de plus en plus. On nous demande des références matières qui tournent en injection, mais pour faire des filaments. Donc autant vous dire que la transposition n'est pas toujours possible en l'état, voire même pas possible. Du coup, chez la TI, on s'est penché sur la question et on a développé une gamme de compounds techniques dédiés à l'impression 3D par dépôt de fil, hein, donc à partir du filament ou de granulés directement selon le modèle d'imprimante. On commence à avoir des imprimantes qui arrivent sur le marché qui prennent du granulé. Par contre, on a mis en avant des grades qui sont capables de couvrir un large panel d'applications et d'exigences que vous revoyez ici en fiche technique. Donc, ce sont voilà, des grades qui vont être renforcés fibre de carbone, fibre de verre, ignifugé, V0, lubrifiés, des conducteurs thermiques, des conducteurs électriques, enfin, et même recyclés, évidemment. Et voilà. Donc on arrive à la fin. Pour terminer, je voulais reboucler les quelques idées ou réflexions à bien avoir en tête. Tout d'abord, disons, c'est la part du GWP, hein, d'un appareil électroménager relatif à sa fabrication peut être cette part du GWP pour la fabrication peut être vraiment supérieure à la part accumulée durant toute sa vie. Non. Donc, c'est vraiment important de concevoir, d'anticiper la conception en amont du produit. Gardez à l'esprit ces nouvelles recommandations qu'on a vues, comme le SPR ou le passeport digital, hein, poussé par la Commission européenne. Ce sont aujourd'hui des actions, des recommandations, mais qui risquent de se transformer potentiellement en réglementation dans un futur proche. Et ramener plus particulièrement à la conception du produit en matière plastique, l'ATI sera capable d'agir sur le marché et de supporter nos clients en, en plusieurs actions. Déjà en proposant des résultats des analyses de cycle de vie, parce que ça, on en a fait sur certains produits LATI et on en a d'autres en programmation, donc sur les gros standards. On est capable de fournir du coup les GWP également. On est capable de fournir les index de température, donc soit au travers des RTI, soit par déclaration technique par nos propres moyens, ou l'IEC 216. On peut incorporer évidemment plus de matières recyclées. On voit aujourd'hui un certain consensus de nos clients pour atteindre 20% mis de contenu recyclé dans nos compounds sur base PA6, PA66 et PBT aussi. Et puis accroître aussi les performances des compounds. On continue à à améliorer la performance de nos compounds, particulièrement les auto-extinguibles, avec ce qu'on a vu précédemment, de meilleurs RTI, carte jaune, des classements à faible épaisseur, etc. Je vous rappelle que nous avions déjà évoqué le thème du développement durable et des matières plastiques recyclées, biosourcées dans 2 webinaires précédents, plus orientés process de recyclage, réglementation, normes, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, le but, on souhaitait vous montrer un autre angle de vue, c'est de comment agir sur la conception des pièces plastiques pour améliorer l'impact écologique de nos appareils. Donc, c'est-à-dire sélectionner des solutions thermoplastiques, par exemple nos Lati Eco, mais aussi nos nouveaux compounds latamine d'origine fossile, plus performants, plus orientés sur l'éco-conception, ce qui pourrait aider à développer les appareils du futur, mieux optimisés pour durer plus longtemps, plus fiables et capables d'être réparés plus facilement ou le plus tard possible. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à consulter notre nouvelle édition de la brochure spécifique sur les matières recyclées. Ça s'appelle donc la TIECO, que j'ai joint comme document du webinaire et que vous pouvez télécharger
sur notre site aussi. Et une petite phrase en plus, ouais, j'ai un concours de circonstances amusant quand même. Mais hier soir, je suis tombé sur un reportage au journal de 20h sur TF1 sur le thème de la réparabilité justement. Vous pouvez scanner le QR code ici pour avoir le replay de l'extrait du 20h. Ça illustrera une bonne partie de ce qu'on vient de voir. Donc, je l'ai ajouté ce matin. Maintenant, si vous avez des questions, eh ben, je consulte vos demandes. Hop. Oui, alors quels sont les principaux certificats qui attestent qu'une matière est recyclée, par exemple GRS? Y a-t-il un surcoût associé à la certification? Alors, nous, nos matières recyclées, en fait, font l'objet d'une déclaration qui va déclarer la source, la référence de la norme. On fait référence à la norme, alors je l'ai plus en tête, 14 quelque chose ou 16 quelque chose, je sais plus. Mais parce que le recyclage, en fait, c'est pas aussi simple d'utiliser du recyclage. Ça doit passer c'est un approvisionnement bien particulier, un process bien particulier. Donc ça veut dire par exemple que dans l'atelier, le mouleur, il peut pas réutiliser ses carottes, les rebroyer et les remettre dans des pièces et dire qu'il fait du recyclage. Malheureusement, ça doit repasser par, ça va être collecté, repassé par un process agréé par les autorités et par la norme. Donc on se réfère à la norme et on vous fait une déclaration, et on fait une déclaration officielle, nominative, qui dit que telle matière contient tant de pourcentage de résine recyclée, ou plus exactement contient tant de pourcents de contenu recyclé dans sa formulation, qui provient de post-consumer ou de post-industriel, et on peut déclarer également la valeur du GWP. Je regarde s'il y en a d'autres. Ça c'est bon, tout est ok. Quels principaux, ça va. Et voilà. Et on a d'autres. Quelle est votre position par rapport aux résines en mass balance? Alors effectivement, on a vu que chez Lati, on utilise euh, uniquement le recyclage chimique. Alors le recyclage chimique, ça peut être du mass balance, mais nous, c'est ce qu'on appelle de la dépolymérisation. Ça concerne que le PA6 aujourd'hui, mais vous pouvez le retrouver sur d'autres types de polymères comme le PET. Et le mass balance, c'est vraiment une approche aujourd'hui qui est vraiment intéressante, mais qui a pas forcément un attrait au niveau réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation n'est pas très claire là-dessus. Et s'engager sur le mass balance, euh, bah, c'est encore incertain. Et certains donneurs d'ordre, en fait, ne sont pas complètement certains ou désireux de partir sur ces solutions-là, qui sont pas forcément euh, aussi vertueuses. Et ça dépend en fait de la méthode utilisée pour le mass balance. Donc aujourd'hui, le mass balance peut très bien utiliser des sources biosourcées ou des sources de recyclage de déchets. Donc ça, c'est à établir. Donc il y a encore un certain flou sur ce mass balance. Une autre considération, c'est aussi l'aspect coût, parce que aujourd'hui, c'est pas accessible si on veut véritablement rester compétitif. Et en tant que compounder chez Lati, par exemple, on n'a pas forcément accès à ces résines-là encore à la commercialisation. Par contre, et puis un autre point, voilà, qui me revient, c'est aussi le besoin de certification. Donc c'est un besoin de certification auprès de labels, l'ISCC par exemple, qui nécessite d'avoir toute une chaîne homologuée de la même façon, du producteur jusqu'au transformateur. Donc c'est compliqué à mettre en place. Aussi pour le donneur d'ordre.
Voilà, donc nous, on a privilégié vraiment le recyclage chimique par dépolymérisation, ce qui, comme nous, on travaille plus de 80% de polyamide, sur le polyamide 6, ça nous donne beaucoup d'opportunités. Et puis le reste, c'est du recyclage chimique, mécanique, excusez-moi. Voilà, donc a priori, j'ai rien d'autre dans le chat. Les questions, elles sont là. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup euh, pour euh, pour avoir participé à ce webinaire. Vous recevrez d'ici peu un lien sur le replay avec le replay et les slides de présentation. Sinon, bah, vous pouvez suivre notre actualité sur le site internet lati.com. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir.